Bon, alors apparemment, on va parler du noise. Oui, parle-nous du noise. Non, du noise, comme bruit en anglais. Ouais, du noise. Non, mais les noises, c'est quand il y a une querelle, comme dans Chercher des clever girls. Noise, dérivé de nausea en latin. En vieux français, bruit associé à une querelle. Eh, quand même. Si certains musiciens ont pris un peu simultanément la décision d'explorer d'autres horizons sonores, à savoir le travail de composition et d'assemblage de nos hantises auditives, il est difficile de dater précisément la naissance du noise, tant son évolution a pris des directions radicalement différentes. On sait cependant que l'héritage futuriste était partout, s'insinuant comme la bonne idée qu'elle était dans les esprits les plus fertiles. Il ne fait pas bon vivre au pays de l'esthétisme dans la musique et des harmonies orgasmiques. Désormais, le musicien, homme avisé mais aussi pugnace et intrépide, ira se concentrer sur d'autres aspects de sa maestria, comme sa structure, son sens, la nature du son ou ses effets perceptifs sur l'auditeur. Un gros caisson de basse qui vibre, ça fait des secousses dans votre petit corps fébrile d'humain dégénérescent. Dans un rythme, ça vous permet de savoir comment passer du pied à l'autre et vous évite de passer pour un crétin fini devant une demoiselle aux cheveux ondulants sous les marasmes stroboscopiques de votre libido. Mais on peut imaginer cette même secousse continuelle et ininterrompue et observer les effets sur notre organisme. Mais avant de parler de nappes bruitistes et de drones, parlons un peu de musique industrielle. Alors clarifions d'emblée les choses. Il y a une industrie de la musique et une musique industrielle. Russolo, par exemple, c'est de la musique industrielle. Par contre, il vend pas autant de disques que David Guetta, donc il n'est pas industriel. Je t'ai dit quoi sur les paradoxes? Fais attention. Non mais j'y peux rien. La langue humaine, c'est un foutoir pas possible, surtout chez les Français. Tu veux pas dire commercial plutôt qu'industriel? Ah, j'aurais dû le prévenir, pauvre gars. Ah, mais il réfléchira à ce qu'il dit la prochaine fois. Bon, Non, mais il y aura pas de prochaine fois. Tu l'as atomisé. on peut reprendre là. C'est en 1965, à London, en Ontario, donc en Amérique, que le nihilisme Space Band se forme, comptant parmi ses membres Hugh McIntyre, John Clement, John Boyle, Bill Exley, Murray Favreau, Archie Leitch, Art Pratern et Greg Curnow. Nihilisme, Space Band. Ouais, ça défonce. Il est considéré comme le premier groupe de noise indus américain. Mais il faut savoir qu'ils tirent leurs influences de tout un mouvement d'avant-garde sonore new-yorkais. Ah, on n'a pas fini avec le noise, il y a beaucoup trop de monde. Comme leurs prédécesseurs, ils fabriquent ou modifient leurs instruments à leur guise, et tout ce qu'on a pu apprendre de la musique n'existe pas chez eux. Quoi qu'il en soit, vous avez compris le lien. Il s'agira avant tout de construction immédiate d'une structure musicale à partir d'une perception de phénomènes sonores. Tous leurs morceaux se basent sur de longues séances d'improvisation, abandonnant complètement toute idée de rythme ou de tempo. Leurs instruments ne sont même pas accordés. Je me demande d'ailleurs si c'est possible d'accorder ce truc. Mais si le Nihilist Space Band commence discrètement à définir le devenir de la musique industrielle, c'est bien quelques années après qu'elle prend toute sa force et son ampleur avec Throbbing Gristle au milieu des années 70. Throbbing Gristle, une musique industrielle pour peuple industriel. Composé de Kosei Fanny Tutti aux guitares et aux cornets à piston, de Chris Carter au synthé, Peter Christopherson au bordel magnétique et électronique, et du mythique Neil Andrew Megson, nommé à l'époque Genesis Breyer P. Orridge, à la basse, au violon et au chant, Throbbing Gristle est la parfaite fusion entre le punk et sa mère de la musique concrète dans ta face.
Tout ça dans une espèce d'inertie centrifuge qui ira parsemer ses branches un petit peu partout. Et oui, car Genesis et Kristofferson sont à l'origine de Psychic TV, de la même trempe, quoique un peu plus pop, et surtout connus pour leur clip VHS de l'enfer de ton magnétoscope. Kristofferson et John Balance de Psychic TV créent ensuite le groupissime Coil, qui bercera un peu plus et progressivement dans l'électronique pure. Un groupe dont nous ne parlerons pas ici, mais que je vous conseille vivement d'écouter. Mais outre les Britanniques et les anglophones, les autres pays ne sont pas en reste. On citera notamment le groupe allemand Einstürzen-Bauten. Littéralement, des nouveaux immeubles qui s'écroulent. Créé en 1980 et comportant parmi ses membres la voix la plus symptomatique de la scène induste ouest berlinoise, j'ai nommé Blixa Bargeld. Dem Sonnenwind, im schimmernden Gold, in Purpur gehüllt. You can't even imagine that he could have parents. You can't even imagine what coupling of normal people could create that thing. Have you met his parents? I have met his parents. And? I have a feeling it all made sense. I can't remember too much about Blixa Bargeld, qui en 2009 a joué dans l'orchestre de Luciano Cesa, regroupant 18 Intona Rumori, en compagnie entre autres de Mike Patton. Coïncidence. Alors à ce propos, et encore une fois, c'est un domaine extrêmement large qui a dérivé sur énormément d'univers musicaux différents, comme le rock hardcore, le rock psychédélique, le punk, le free jazz, la poésie sonore. Et si j'en parlerai pas aujourd'hui, j'aime à penser que les autres épisodes s'en chargeront. Oui, car dans tout ça, tu n'as pas parlé de Desperate Bicycle, des Amondules, de Holger Sukey, du Velvet Underground, de Cabaret Voltaire, de SPK, de Captain Beefheart, de Sonic Youth, de The Residents. Oui, alors tu mets le doigt sur ce qu'on appellera le problème des influences. Car oui, la musique industrielle s'insinue partout, et il est difficile d'en parler sans laisser dans l'ombre une bonne pléthore d'artistes incontournables. Mais je suis sûr que des oreilles curieuses iront googliser tout ça, hein. Pas que ce soit moi qui fasse tout le boulot non plus. Le noise, comme on l'envisage selon les mêmes critères que ces tumultes électriques, se différencie des expériences bruitistes de Russolo ou de Schaeffer en ce sens où on la considérera, dans un premier temps, comme une recherche perceptive et dans un second temps, comme un acte quasiment contre-productif, parce qu'on pourrait faire du bruit et que ce serait vachement punk. C'est vrai qu'en termes d'entropie dégénératrice et de vandalisme sonore, ça se place là. Par exemple, l'exceptionnel Genesis de Throwing Gristle est un des seuls citoyens britanniques à être banni du territoire pour une durée d'1 siècle. Même Doctor Who n'a pas fait mieux. Mais le docteur n'est pas... Oh, puis merde.
De plus, on suppose que quand Lou Reed a enregistré Metal Machine Music en 1975, comportant surtout une orgie de feedback de guitare, c'était avant tout pour se débarrasser de son contrat avec RCA Records. Le feedback, c'est le terme plus technique pour désigner un larcène. Merci Yoss. Quoi qu'il en soit, il s'agit du même problème que précédemment. Il faudrait 3 chroniques complètes pour parler efficacement de noise sans rien omettre. Oui, parce que des jolies chanteuses aux voix cristallines, on en fait peu par rapport à ce que l'humanité produit comme francs cinglés qui bouffent du XLR par les oreilles. Observons d'abord une chose. Le noise est partout où ça fait un peu de bruit. Du grindcore à ce que certains appellent le power violence, en passant par les branches les plus tortueuses du metal trash ou du gabber, ça crie, ça envoie du kick à des BPM inhumains et ça crée plus une forme sonore tangible qu'un semblant de composition ou de mélodie. Ça s'affuble de noms pas possibles associant des parties fragiles du corps avec toutes sortes de supplices physiques, ou des pseudonymes à rallonge puisant dans un champ lexical qu'on ne trouvera jamais sur les saints manuscrits. C'est parfois du growl, parfois des samples, parfois des incantations maléfiques, et même si, aux oreilles des néophytes, ça prend la forme d'une mélasse sonore en ébullition, ça comporte parfois des subtilités ou des éclats d'inventivité qui perlent à la surface comme des gouttes de rosée. Bref, nous n'en parlerons que très peu ici, mais le plus souvent, ça donne ça. Mais tout ce beau monde n'a rien à envier à leurs confrères japonais. Et donc Quoi donc? Non mais je laisse un petit peu de répit, un petit peu de calme. Pourquoi? Ben parce que... Le noise japonais est tellement noise, et tellement japonais, que dans la classification des genres, on l'a appelé Japanoise. Ouch! Oula! Comme pour les autres pays, il a pris toutes sortes de formes. Et si l'on a dissocié les formes ultra variées du Japanoise de toutes les autres, plus précises, comme le harsh noise ou le power noise, c'est parce que les Japonais y font pas rire. Laisse-moi deviner. La bombe? Hiroshima, Nagasaki? Tout ça? Sûrement. C'est souvent le cas en tout cas. Bref, sans trop s'étendre sur le sujet, nous citerons cependant le groupe rock noise Boredoms, Formé en 86 par Yamantaka Eie. le groupe grindcore Melt Banana, Créé en 1991 sous le nom de Mizu par Yasuko Onuki. l'électronicien Merzbow, Sous son vrai nom, Akita Mazami, nommé d'après une pièce architecturale de Kurt Schwitters. et bien sûr, mon préféré, Anatarash. Formé par Yamantaka Eie après Boredoms. Le groupe, à l'origine nommé Anatarashi, Littéralement pleurnicheur ou morveux. est créé à Osaka en 1984, alors que Yamantaka et Mitsuri Tabata, le guitariste du groupe noise rock Zenicheva, Littéralement dans un mélange d'allemand phonétique et d'ancien japonais, violence de la monnaie. se rencontrent lors d'un concert d'Ensturzen-Nebauten. Littéralement. Bon, ça va, hein, tu vas pas tout traduire non plus. Désolé, En plus, tu l'as déjà dit. désolé. Le but d'Anatarash était plutôt simple, jouer jusqu'à ce que les speakers défaillent et que leurs membranes se déchirent. De ce fait, les deux Olibrius qui s'acharnaient sur scène usaient de toutes sortes d'instruments et d'outils comme des machettes, des visseuses, des scies radiales et des cocktails Molotov. Pardon. Non, réellement, Yamantaka, surtout, a été profondément dérangé et rivalisait d'ingéniosité lorsqu'il s'agissait de bousiller des trucs amplifiés devant un public. Attends. On l'a vu couper un chat en deux avec une machette. Il a failli se couper la jambe avec une scie circulaire, a traversé le mur du fond de la scène avec une pelleteuse. Une pelleteuse? Oui, un bulldozer. C'est en 1985, à Tokyo, qu'on a arrêté le concert alors que Yamantaka prévoyait de lancer un cocktail Molotov sur scène. Un cocktail? Anecdote amusante, les membres du public qui se rendaient à ces performances noise devaient signer une décharge indiquant qu'ils étaient seuls responsables des éventuelles blessures qu'ils pourraient subir.
les concerts les plus destructeurs, avaient coûté pas loin de 600 000 yens, environ 9 000 $ à l'époque. Mais les gens allaient vraiment voir ça? Bah oui. Détruire l'humanité va s'avérer plus facile que je ne le pensais. Bref, au bout d'un moment, leur concert était interdit. Ah, des complications prévisibles dans mon plan infaillible. Os, tu parles toute seule. Mais pour terminer cette chronique dans le calme, le luxe, l'ordre et la volupté, nous allons maintenant parler de drones. Ah, chouette. Moi, j'aime bien les drones. Oui, je sais. Ah, mais ici, il ne s'agira pas d'engins volants, mais de construction musicale à partir de nappes sonores et de clusters maintenus et répétés. Ça dure en général une bonne vingtaine de minutes et ça comporte autant de variations tonales qu'il y a d'engouement positif pour la pop culture dans la presse de droite. Mais plutôt que d'en parler, laissons-nous plutôt happer par l'expérience sensorielle qu'une pièce du genre nous propose. Ah mais, tu dis vraiment plus rien du coup? Ah bah non, c'est c'est l'expérience, tu vois, les sens, tout ça quoi. T'as encore écrit ton épisode d'hier soir entre 3h et 6h du matin, toi, non? Non, je vois pas le rapport. Bon, je vais prendre le relais alors. S'il fallait dater le drone, on se retrouverait avant tout devant une nouvelle redéfinition de la musique. En 1958, on utilisait pour la première fois ce mot pour décrire des bourdons ethniques, comme le gagaku japonais, le pibrock écossais, le didgeridoo australien ou la musique hindoustanie. Même si, chronologiquement, on peut dire que la première pièce s'éloignant de ces configurations ethniques, voire chamaniques pour la plupart, est la symphonie monotone de Yves Klein, jouée pour la première fois en 1949. Que suivra peu longtemps après des compositeurs comme la Monte Young ou Giacinto Scelsi et Quattro pezzi su una nota sola. Et comme à chaque foutu instant de l'histoire de l'évolution musicale, ces influences fertiles ont été récupérées pour s'adonner à de nouvelles recherches sonores. De Brian Eno à Sun Ho, en passant par Jacques Tolo ou Coil, nombreux sont ceux qui voyaient là une opportunité de recaractériser l'expérience musicale et sonore. Dans ce genre de production, la part belle est donnée à l'électronique, aux guitares ou aux basses saturées. Et le tout s'écoute à haut volume, de préférence dans une pièce close. On peut donner une définition simple de ces courants, qui se caractériserait comme la proposition d'un phénomène de perception physique d'un son dans un espace amplifié. Donc, il est notable de parler d'expériences sensorielles, que je vous invite vraiment à vivre. Et c'est pas les festivals qui manquent, alors arrêtez vos simagrées. L'épopée bruitiste est en marche et sa longue déambulation s'affranchit volontiers des questions d'étiquette, tant sa richesse vient de sa diversité et de l'inventivité dont peuvent faire preuve ceux qui font appel à sa substance. On notera quand même qu'il est avant tout question de redéfinir une pensée de la musique, formater l'expérience sensorielle que nous procure l'écoute d'un son et formaliser l'exploitation d'un univers extrêmement disparate. Car oui, le bruit, ce n'est pas seulement, comme on l'entendait dans le premier épisode, un phénomène sonore déplaisant et désagréable. Dans la justesse de Schaeffer ou dans la massive formation d'une tangibilité de fréquence chez Sun Ho, tout est affaire de sens et de réceptivité d'un public. Si l'expérience donnée se doit d'être méditative, ou qu'elle permette, dans nos esprits féconds, d'imaginer autrement le monde sonore qui nous entoure, elle peut aussi déferler sur nos tympans, exacerbante d'agressivité, mais toujours dans le but de laisser à votre petit corps sensible le souvenir d'un espace-temps où les choses s'évanouissaient et s'envolaient, vous laissant seul face à cette substance qui vous envahit. Car si dans un monde où 80 000 avions décollent tous les jours, où postes radio, trafic routier et travaux municipaux sont en perpétuel conflit de décibels, où l'on peut porter sur soi tout un attirail musical pour affirmer sûrement notre fière appartenance à un milieu guindé ou dévergondé, et que la musique s'est fait insinuer partout pour au final n'être nulle part, si dans ce monde-là, la substance sonore est devenue tellement envahissante qu'elle apparaît comme un acquis à notre si brillante civilisation, alors il ne faudrait pas avoir une oreille avisée ou exercée pour être sensible à certaines choses.
Et pourtant... Ce double épisode est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et aura titillé votre curiosité. Nous parlerons la prochaine fois de supports de diffusion et d'enregistrement et de techniques de mastering. C'était Binbin et Os du programme Para. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Un, 2, 3, 4, 5, blablabla.